Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, le musée d'art et d'histoire du judaïsme revient sur les trésors culturels et cultuels de cette religion. Plongeon historique. Riche d'un savoir-faire d'ébéniste, Maxime Bellonnet s'annexe des codes pour travailler pierre et métaux en toute harmonie. Dries Van Noten s'impose avec une collection anticonformiste qui fait la lumière sur les luttes et les préoccupations de la jeunesse. Dans l'atelier Baroni, on fait rimer lumière et légèreté à travers des réalisations de papier suspendu. Juste avant de rencontrer l'artisan d'art Maxime Bellonnet, tout de suite point de vue. Les Demoiselles d'Avignon, réalisées en 1907 par Picasso, a souvent prêté à confusion, notamment concernant l'identité de ces fameuses dames. Elles sont en réalité des prostituées de la rue d'Avignon à Barcelone, et ici, aucun rapport avec la ville française, mais bien une référence à la commune espagnole d'Avignon. Par ailleurs, des esquisses préparatoires ont montré qu'un marin et un étudiant en médecine tenant un crâne auraient dû leur tenir compagnie, mais Picasso n'a finalement pas poursuivi son idée. Casse-Noisette, Roméo et Juliette ou encore Cendrillon, autant d'histoires qui ont donné naissance à de sublimes ballets. Notre livre du jour, préfacé par la danseuse étoile Dorothée Gilbert et merveilleusement conté par Astrid Valence, nous plonge dans l'univers étoilé de la danse. Poétiquement illustré, chaque texte est accompagné d'un derrière le rideau qui nous dévoile les coulisses des chorégraphies mythiques et de grands théâtres. Un entrechat dans le monde des ballerines et des danseuses à découvrir. Semblant s'échapper, l'Uccellino est un classique du designer allemand Ingo Maurer. Édité en 1992, elle s'inscrit dans la grande famille du design industriel. L'ampoule nue et son culot en laiton sont ornés d'une petite paire d'ailes en plume d'oie. Cette applique murale résume bien l'esprit de son créateur en alliant humour, poésie et technologie. Elle tient d'ailleurs son nom d'un jeu de mots entre luce, lumière en italien, et uccellino signifiant petit oiseau. De quoi nous donner des envies de liberté. Art contemporain, photographie, le musée d'art et d'histoire du judaïsme expose de nombreux trésors et met en avant tout un patrimoine à découvrir. Nous sommes dans l'hôtel de Saint-Aignan, l'un des plus beaux hôtels particuliers du Marais. L'hôtel abrite le musée d'art et d'histoire du judaïsme qui conserve l'une des plus belles collections internationales sur les cultures des communautés juives en Europe et autour de la Méditerranée, de l'Antiquité à nos jours. Ce musée laïque et ouvert à tous retrace l'histoire des Juifs de France et des communautés venues de l'Europe entière. Grâce à cette diversité de traditions, les collections du musée reflètent cette riche mosaïque culturelle qui témoigne aussi d'une présence juive millénaire sur le territoire français. Le musée conserve une centaine de stèles funéraires trouvées en 1849, grosso modo à l'angle du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel, par l'éditeur Louis Hachette lorsqu'il a fait construire le siège de sa maison d'édition. Datées du XIIe et du XIIIe siècle, ces stèles médiévales sont le témoignage rare et concret de l'apogée du judaïsme en France, mais qui va rapidement connaître une forte crise, si bien qu'on n'aurait pu jamais en retrouver les traces. La couronne a expulsé les Juifs à plusieurs reprises, en 1182, en 1306, en 1394, et en particulier en 1306, elle s'est accaparée les biens des Juifs, et notamment les cimetières, et les stèles ont été vendues comme pierres de taille. Donc elles ont disparu du paysage, et les cimetières aussi. Et donc il est très rare qu'on retrouve, c'est un cas unique en France, ces stèles funéraires à l'emplacement où était ce cimetière, qui est aujourd'hui évidemment un quartier de Paris. L'inscription très ancienne des Juifs dans la nation s'illustre au fil des pièces à travers de nombreux objets du passé qui permettent de retracer leur histoire, mais aussi par de riches œuvres artistiques exposées comme cette construction éphémère destinée à célébrer une fête juive. Donc, traditionnellement, ces cabanes servent à commémorer la fête de Soukhot, la fête des cabanes,
qui rappelle que les Hébreux ont passé 40 années d'exil dans le désert du Sinaï après avoir quitté l'Égypte et avant d'arriver dans la terre promise. Pendant les 7 jours que dure cette fête à l'automne, il est prescrit de prendre tous ses repas dans une cabane. Elles sont parfois précaires ou plus sophistiquées, comme ce chef-d'œuvre rarissime du 19e siècle. Un des principes intangibles de ces cabanes de la fête de Soukhot, c'est qu'elles n'ont pas de toit, il faut qu'on puisse voir les étoiles et éventuellement même subir la pluie. Et puis l'autre idée, c'est qu'elles sont décorées. Mais celle-ci a un décor tout à fait singulier, tout à fait exceptionnel, puisqu'on a à la fois un paysage de Jérusalem et un paysage d'un village, d'une petite ville d'Europe centrale au bord d'un lac. Le musée est aussi un lieu pionnier de sensibilisation et d'enseignement aux questions relatives à la citoyenneté et aux discriminations. Certains objets lourds de sens racontent les pages les plus sombres de notre histoire, comme cette affiche électorale. L'affiche a été publiée par Villette, qui était le directeur d'un journal montmartrois qui s'appelait Le Pierrot, à l'occasion des élections législatives du 22 septembre 1889. Il s'affiche clairement comme candidat antisémite. C'est tout à fait surprenant aujourd'hui. Ça n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que ce type de propos va devenir insupportable, voire illégal. Après l'anti-judaïsme médiéval, où il est reproché aux Juifs de ne pas adopter le christianisme, il se développe en France à la fin du 19e siècle une nouvelle forme appelée antisémitisme, qui revêt cette fois-ci un caractère racial. Ce qu'on va reprocher aux Juifs, c'est non pas leur religion, mais leur prétendue race. Et d'ailleurs, c'est très explicite sur cette affiche de Villette. Il n'est pas question de religion, le Juif est d'une race différente et ennemi de la nôtre. On voit apparaître le motif de la francisque qui va être repris par le gouvernement de Vichy. On voit aussi un personnage tout à fait caricatural avec un nez démesuré et un parapluie. C'est un juif errant, il n'a pas de toit. 5 ans plus tard, c'est sur ce terreau idéologique que va prospérer l'accusation de trahison et d'espionnage à l'encontre de l'officier Alfred Dreyfus qui va polariser la société tout entière de l'époque. Finalement, par la diversité des Juifs de France et d'ailleurs, le musée d'art et d'histoire du judaïsme montre toute l'universalité de leur production intellectuelle et artistique. Notre invité du jour, c'est Maxime Bellonnet, un artiste artisan qui jongle entre les savoir-faire pour réaliser des créations contemporaines éclairées. J'aime bien justement faire un peu un pas de côté par rapport à ce qu'on apprend à faire quand on fait du mobilier ou de l'objet. L'importance du ponçage, du vernis pour faire briller la matière. Et finalement, je trouve que la matière, elle a aussi un potentiel à s'exprimer d'elle-même sans venir justement chercher par des artifices de ponçage, de vernis, de brillance, à la faire se révéler. Et j'aime bien jouer justement de la beauté pure de la matière. C'est après ses études en ébénisterie et un diplôme de finition à l'école Boulle que Maxime Bellonnet rencontre d'autres matières que le bois, notamment la pierre. Émerveillé par ce médium et les possibilités qu'il offre, Maxime commence à explorer ses techniques de façonnage tout en ayant la volonté de garder la matière brute. Attaché au rapport entre le geste et les matériaux, Maxime taille ses pierres en se laissant guider. Il y a un angle qui est assez fort qui fait que ça va envoyer une onde de choc dans la matière. Ça, c'est une grosse massette qui est assez longue que j'utilise que pour ça. C'est pas ma massette de taille parce que sinon il y a beaucoup trop de poids et c'est pas du tout confortable. Et là, c'est venu libérer la pierre, littéralement. En pleine exploration des textures, Maxime fait des recherches sur le travail de la matière. Tout en restant le plus proche d'un aspect brut, il scarifie la pierre et vient laisser des traces d'outils. Et c'est vraiment de la méditation par le geste, et c'est un geste assez lent. Et c'est cette lenteur aussi que j'apprécie beaucoup là-dedans, c'est qu'on ne s'en rend pas compte sur l'objet fini à la fin qu'il y a eu tout ce temps, mais c'est un temps un peu secret et que j'aime garder parce que c'est des moments vraiment de réflexion et de discussion entre mon geste, la matière et ce que je suis en train de faire. Ce qui fait réfléchir, c'est que finalement, une fois que la pierre est gravée, elle est gravée et on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est un geste qui se construit et un dessin qui se construit
de façon assez instinctive. Donc là, en me remettant dans ce que je viens de faire, ça me fait une trame. Et donc là, je peux venir dessiner en me décalant. Donc je ne suis pas parti à la même hauteur, ce qui crée une autre vibration. Cet attrait pour la matière brute est ce qui a plu à Antoine, tourneur en bronze, à qui Maxime fait appel pour des complexités techniques sur certaines de ses pièces en métal. Ce qui me plaît dans son travail, c'est que c'est un design qui n'est pas déconnecté du matériau et du territoire. Et c'est une chose que j'aime énormément. Il est resté très localisé sur sa terre d'enfance. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est à la fois la simplicité visuelle des pièces. C'est une simplicité esthétique qui cache finalement beaucoup de contraintes techniques, puisque les choses qui ne se voient pas, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire en artisanat. Et c'est tout l'enjeu, et ça, c'est les enjeux techniques qui, moi, me plaisent. Toujours en quête d'évolution pour transcender son médium, en collaboration avec un ingénieur, Maxime a récemment mis au point un luminaire sonore qui capte les ondes du corps. À chaque fois que l'on approche sa main, la pièce s'illumine et émet des sons de roches calcaires qui s'entrechoquent. Je ne m'attendais pas du tout à ce que mon activité puisse arriver sur ça, et c'est justement ça, c'est que les collaborations elles permettent d'aller vers des points qu'on n'aurait pas du tout anticipés. Mais finalement, cette rencontre qui est arrivée dans l'atelier a amené énormément d'autres choses, et c'est des prétextes et des discussions qui font qu'on avance, et qu'aujourd'hui, ce projet-là change complètement tout ce que j'imaginais dans l'atelier. Et dessine un peu ce que sera l'atelier demain. Petit mobilier et surtout luminaire, Maxime effectue lui-même l'électrification et l'usinage pour monter ses pièces. Une recherche constante qui doit allier esthétisme et fonctionnalité. Que ce soit pour des fondations ou des professionnels de la décoration, Maxime Bellonnet, à la frontière entre artisan d'art et artiste, fait dialoguer la pierre, le métal et la lumière. Bonjour Maxime. Bonjour Katharina. Maxime, que ce soit le bois, le métal, la pierre, avant tout c'est la matière qui vous passionne. Un appel de la matière brute et la matière qui s'exprime telle qu'elle est, sans chercher à y ajouter d'artifice, mais vraiment la laisser s'exprimer comme elle est. Parce qu'au départ, vous êtes ébéniste, vous avez fait l'école Boulle et vous avez même enseigné l'école Boulle, c'est ça? C'est ça. Le hasard des choses a fait que j'ai pu me lancer dès la sortie de mon diplôme et en parallèle de ça enseigner. Mais pas du tout en artisanat. J'ai fait l'école Boulle en ébénisterie et en finition. Et j'ai pu enseigner en design d'objets, donc l'infographie. Et ça permettait justement d'avoir ce double regard entre un artisan qui enseigne en design d'objets et en même temps mon travail à l'atelier. Alors en recherchant des matières différentes, vous voyagez énormément, notamment au Japon. C'est un pays qui vous passionne particulièrement? Complètement. C'est cet appel d'un certain raffinement dans les savoir-faire. Et en même temps, c'est le bout du monde. Et j'aime cette idée que finalement, un savoir-faire, c'est un langage. Et c'est un langage qui est international. On peut discuter à travers nos gestes. Et je me suis retrouvé dans des ateliers là-bas à travailler avec des artisans qui ne parlaient pas du tout anglais. Et simplement par des dessins, par des gestes avec des outils, on arrivait à se comprendre et à faire des projets. Vous faites aussi beaucoup de projets avec Karl Maslow, un joaillier. Comment ça fonctionne, cette collaboration? Ça fonctionne de façon assez fluide. C'est-à-dire que Karl, il a... Vous étiez à l'école ensemble, c'est ça? Alors, on a été à l'école ensemble, mais pas au même moment. C'est-à-dire que j'ai rencontré Karl dans le cadre de mes études. À un moment où, dans ma phase de diplôme, il y avait une relecture de book qui était organisée par les anciens élèves. Et du coup, j'ai rencontré Karl à cette occasion-là. À la base, ça devait durer 10 minutes, puis on a parlé 1h30. Et ça a été le début d'une grande histoire d'amitié et de savoir-faire. Et donc maintenant, on collabore ensemble et finalement, on croise notre regard sur la matière, mais à des échelles complètement différentes. C'est-à-dire que là où moi, je vais travailler des détails, mais beaucoup plus grands, lui va travailler dans des choses beaucoup plus petites. Et finalement, on s'apporte tous les deux ce croisement de regards qui fait que dans sa pratique, je vois des choses que j'essaie de remettre dans la mienne, lui inversement. Et c'est pour ça qu'on aime collaborer ensemble, parce que ça nous permet de vraiment avancer dans notre travail de la matière. Alors la pierre, vous ne la travaillez pas n'importe comment. La pierre, déjà, l'origine de la pierre est très importante, comme par exemple la pierre calcaire de Touraine, d'où vous êtes originaire. Elle raconte aussi un peu le paysage d'où elle vient. C'est ça que vous essayez de transmettre aussi? Complètement. C'est une matière qu'on extrait du paysage, qu'on extrait de la terre. Et donc toute la géologie, l'histoire, elle est vraiment en fait à l'origine de la formation du paysage, de tout ce qui s'est passé depuis des millions d'années. Et c'est une matière, du coup, quand on la travaille, qui
en creusant dedans, elle révèle un peu l'histoire de ce paysage. Et j'essaie un peu de dialoguer avec et de voir, enfin, je lui parle pas, mais dans mes gestes, comment est-ce que la pierre fait sortir des choses. Et à un moment, c'est un peu clair, je sais que j'ai pas de nouveaux gestes à appliquer dessus et que la matière s'est exprimée comme elle devait. Et du coup, vos objets, ils ont toujours un côté fonctionnel ou est-ce que vous considérez que ce sont des sculptures, des œuvres? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, je tends à... Il y a toujours un entre-deux. Disons que je suis artisan avant tout et j'aime en fait cette idée de mettre de la technique dans mes objets. Et je trouve que par la fonction, la contrainte de la technicité, elle arrive. Alors c'est une fonction qui, somme toute, est très arbitraire au final. Ça peut être une table, un luminaire, c'est pas une fonction vitale. Mais j'aime en fait ce défi justement d'avoir un objet assez pur avec une matière qui s'exprime de façon assez simple. Et finalement tout un jeu technique derrière qu'on ne voit pas forcément et que je retrouve avec la fonction. Vous faites aussi rentrer le son dans vos œuvres? C'est une dimension qui arrive aujourd'hui. Donc par des collaborations que j'ai pu faire avec des musiciens et un ingénieur. Et je suis assez... Enfin, le hasard a fait qu'en fait, dans cette collaboration, ça rejoint ce pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je voulais être luthier au départ et je voulais fabriquer des guitares. Donc j'ai fait quelques stages chez des luthiers. Ça a été super, j'ai pu découvrir l'artisanat et c'était vraiment une expérience qui m'a beaucoup apporté. Mais économiquement, c'est un métier qui est pas forcément simple aujourd'hui et je me suis plus dans l'ébénisterie. Mais je trouve qu'à travers justement les projets que je peux mener aujourd'hui autour du son, c'est une façon de faire un peu un clin d'œil à ce pourquoi, ce qui m'a attiré là et de faire de la lutherie d'une façon que j'aurais pas pu envisager du tout il y a quelques années. Merci beaucoup. Merci. Merci Maxime. Ascension sur les toits de Paris avec Dries Van Noten qui présente un défilé où les mouvements contestataires s'expriment à travers les âges et les frontières. Rien n'inspire autant la mode que ce que l'on appelle les subcultures. Ces mouvements anticonformistes qui, au fil de l'histoire contemporaine, offrent une lecture du monde au croisement de l'art, du vêtement et du rejet des modes de pensée établis. Démonstration avec Dries Van Noten qui sait leur rendre hommage mieux que personne. Présentée sur un toit de Paris, sa collection été 2023 puise dans les mouvements contestataires des années 40 à nos jours. Elle offre une réflexion sur les réponses que la mode, sous l'impulsion de la jeunesse, peut apporter au climat de tension économique et politique des sociétés actuelles. On reconnaît dans ces silhouettes dandy l'esthétique des zazous, mouvements de résistance de la France des années 40. Leur code, des costumes extra larges, comme un pied de nez au rationnement textile, des cheveux longs et des associations vestimentaires flamboyantes. Inspirés par le jazzman américain Cab Calloway et ses costumes démesurés, ils érigent leur mode de vie festif et leur style excentrique comme des réponses provocantes au régime de Vichy. Plus loin, ils nous renvoient au mouvement Buffalo de l'Angleterre des années 80, un mélange de costumes, de jupes, de pièces utilitaires et de couleurs primaires. Une esthétique à la fois délicate, robuste et résolument queer qui vient contrer la bienséance autoritaire de Margaret Thatcher. C'est à la fin de cette décennie que Dries Van Noten arrive dans la mode. Il fait alors partie du célèbre groupe des Six d'Anvers qui, à la fin des années 80, révolutionne la mode européenne avec des créations avant-gardistes où se croisent le minimalisme, les influences japonaises, un goût pour l'ornementation et les constructions cérébrales. Depuis, il s'est imposé comme un maître de l'élégance. Sa mode convoque la nostalgie, les courants artistiques et l'amour des couleurs. Elle puise dans la mémoire des mouvements culturels avec toujours une touche de nonchalance et de fraîcheur. Cette saison, il se penche également sur l'esthétique western et sur les codes de la motocross. Les tenues de bikers sont anoblies, adoucies, elles sont fluides et sensuelles, libérées de leurs connotations virilistes et dangereuses.
À travers ces figures hybrides, entre rodéos des grandes plaines et rodéos urbains, il célèbre les flâneurs de toutes les époques qui arpentent les villes, les paysages, les clubs et les toits de Paris, l'esprit libre et rêveur. Une collection qui réaffirme la mode comme un outil de résistance hautement symbolique. Sans ironie ni opportunisme, Dries Van Noten livre un sincère hommage au pouvoir libérateur des soulèvements de la jeunesse et rappelle que lorsque le climat est rude, la création reste le plus précieux des refuges. Quand le papier sort des cahiers et les journaux des kiosques, ils trouvent une nouvelle vie entre les mains de Manon Baroni, des réalisations lumineuses en perspective. Il y a le côté touché qui est très important, mais il y a le côté partir d'un matériau un peu brut à la base et en recréer un objet qui est complètement différent derrière et qui a une toute autre utilité. L'idée, elle est vraiment venue de ne pas jeter. Installée depuis 2 ans dans l'ancien atelier de sa grand-mère peintre, Manon Baroni crée des luminaires bien singuliers qui étonnent et interpellent autour d'elle. Rien que de rendre illusion et de se dire que c'est du papier de base et de pouvoir donner l'illusion de toute autre chose ou de se poser la question de quelle matière c'est. On m'a parlé de métal à l'intérieur, de tissu sur l'extérieur et je trouve ça drôle de pouvoir tromper un peu sur ce qu'est la matière première. Après des tests avec du bois, du tissu ou encore du carton, elle tombe par hasard sur le papier glacé qu'elle récupère d'anciens catalogues d'art. Toujours dans l'idée de ne rien jeter et de recréer, elle innove sur une technique ancestrale. La technique de la pâte à papier, j'ai rien inventé. On fait ça quand on est petit déjà. Après, c'est le rendu qu'on veut lui donner ou la finition qu'on veut bien lui donner. C'est cette partie-là qui est longue à développer et à travailler. Le bon dosage, il est long à trouver. Une fois le papier glacé travaillé à la main et au robot mixeur, Manon doit choisir les pigments pour les intégrer totalement à sa pâte à papier. Et la recherche des couleurs, c'est ce qu'elle préfère faire. Ce vert-là, il fait presque un effet velours au toucher. On a presque l'impression d'un tissu comme du feutre. Sur celui-là, on a un effet cratère qui est beaucoup plus important. Les 2 sphères, elles ont séché en même temps, donc elles ont eu les mêmes conditions de séchage. Celui-là, il fait presque des veines, des cratères, même les reliefs qui prennent. Ça, c'est vraiment le pigment qui donne ça, la finesse du pigment. Du travail à la main, puis à la spatule, la sphère se crée pas à pas. Manon la lisse le plus possible, car l'aspect peut se modifier pendant le séchage. Je peux la retravailler, disons, sur la première journée, on va dire, si je vois que je veux retravailler quelque chose, mais à partir du moment où elle commence à sécher, je peux plus toucher. J'ai aplati vers le bas pour tirer toujours, et après je remonte. Toujours dans l'idée d'écraser au maximum ma matière pour qu'elle soit solide. Surtout que le bord il est très fin, d'où l'importance de bien le tasser au maximum. Et après, ça me permet d'avoir une coque qui reste souple, très solide mais souple. Donc qui est moins facilement cassable. Ce n'est donc qu'après plusieurs jours de séchage qu'elle peut petit à petit dégonfler le ballon réutilisable sur lequel s'accroche le futur luminaire. Le fait d'avoir un moule souple, donc que ce soit un ballon, un moule en silicone, quelque chose de souple, ça va me permettre de ne pas la casser au démoulage. J'ai essayé sur des coques dures, c'est impossible. Parce que la seule fragilité de la coque, c'est vraiment cette partie, la partie découpage qui est très fine. Et donc si je tire dessus, ça marche pas. Lorsque le luminaire est complètement sec, Manon le dore pour refléter parfaitement la lumière. Donc une fois qu'elle est finie, elle est dorée.
Et donc elle est gravée sur l'intérieur au niveau de la douille. Et je grave juste pour enlever la dorure pour qu'on retrouve à la gravure la même couleur que la coque. Donc chaque gravure a la couleur de sa coque. Si pour le moment Manon se concentre pleinement à la création de luminaires personnalisables, elle réfléchit aussi à créer d'autres objets utiles au quotidien grâce à cette technique. La version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!